Le réseau national des observateurs indépendants, RENOI, a interpellé la vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, sur les violations récurrentes du moratoire sur les forêts congolaises et les illégalités commises par l'entreprise chinoise Kokiba Food, Congo King Bashing Forestry Development, en territoire d'Ingende dans la province de l'Équateur. C'était au travers d'une note des positions de ses membres, présentée à la presse ce vendredi 17 décembre à Kinshasa. Pour ces membres de la société civile, la divergence d'opinion dans l'interprétation du décret instaurant le moratoire serait l'une des causes à la base des sérieux problèmes liés à la bonne gouvernance du secteur. Ce moratoire qui reste en vigueur est en train d'être violé. Et la toute dernière preuve à la une est cette attribution de la concession dans Bassoko. Il y a un contrat qui a été signé. Cela voudrait dire que, pour nous, il y a cette preuve-là, bien établie, que la violation continue. Le RENOI fustige le silence de la VPM en charge de l'environnement sur les illégalités décriées dans la manière dont les concessions forestières ont été attribuées au cours de ces 2 dernières années. Ces acteurs de la société civile accusent F. Bazaïba des passivités face aux multiples dénonciations sur les illégalités commises par les entreprises forestières dans plusieurs provinces de la RDC. La concession 08/20 de Kokiba Food, en exploitation depuis 2011, continue à exploiter avec un plan de gestion provisoire, lequel a été encore présenté pour une période allant de 2020 à 2023. Au regard du délai réglementaire, cette concession est censée être couverte d'un plan d'aménagement. À en croire le RENOI, cette absence de planification a un impact négatif sur les communautés locales et peuples autochtones censés tirer profit de cette exploitation. Partout où Kokiba Food, l'entreprise chinoise connue bien avant sous le nom des Maniema Union 2, exploite, les communautés sont obligées de négocier des projets communautaires par village ou par groupement selon le mouvement de l'exploitation dans la forêt, sans faire au préalable l'inventaire des ressources à exploiter. Cette manière de faire ne reste pas sans inconvénient. Le RENOI recommande par ailleurs la suppression de la douteuse concession forestière 08/20 des Kokiba Food et le soumettre à l'audit financier tel qu'exprimé par le chef de l'État. L'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt a remis un lot d'uniformes et accessoires aux éco-gardes de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Ces lots constitués de chemises, pantalons, ceintures, kepsons, sanglés, paires de chaussettes, sacs à dos, paires de bottines et des tentes de 3 places chacune rentre dans le cadre du contrat signé entre UPPIF et l'UCCN dans son volet renforcement des capacités de contrôle et prise en charge des coûts opérationnels de la réserve de Tumbale-Dima. La remise a eu lieu ce vendredi 17 décembre à Kinshasa. Nous avons prévu un volet, une composante d'appui aux aires protégées, en particulier à la réserve de Tumbale-Dima, qui est dans la province, qui est en partie dans la province où nous sommes en train de mener le programme, dans la province de Maïndombe. Et donc, dans ce cadre-là, nous apportons des appuis à l'ICCN pour qu'ils puissent rendre opérationnelle, fonctionnelle la réserve en question. Ces éco-gardes doivent être formés, équipés, également avoir les moyens pour fonctionner. Et le programme que nous avons prévoit des ressources pour ces aspects-là. Nous avons donné pour un effectif de 70 éco-gardes pour cette réserve-là. Le partenariat entre PUF et l'UCCN vise d'une manière spécifique le renforcement de capacités au niveau local et central, la mise en place d'un dispositif de cogestion avec les communautés locales, la matérialisation participative de limites de la réserve nationale Tumbale-Dima, le renforcement des capacités de contrôle ainsi que la mise en place des infrastructures de base. Nous sommes obligés d'équiper nos éco-gardes parce qu'à ce moment, les éco-gardes devaient être avec tout le matériel pour lutter contre les braconnages, qui est vraiment un phénomène, la criminalité phonique qui est un phénomène aujourd'hui que nous devons combattre. Bon, nous limitons tout simplement la tenue, mais
Les munitions, ce sera en partenariat avec le ministère de la Défense. Là, c'est au moins la Défense. Il faudra que... Vous savez que l'ICCN a 3 tutelles. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le tourisme et la défense. Donc, à ce qui concerne les munitions, ça c'est réservé au ministère de la Défense qui va s'en occuper. Nous, on s'occupe tout simplement à la tenue. Pour les éco-gardes, nous disons qu'ils doivent utiliser un bon de famille, un bon père de famille bien sûr, parce qu'il ne suffit pas qu'on les dote, parce que c'était leur plainte à tout moment que disent voilà, nous n'avons rien comme tenue, tout comme ça. Alors aujourd'hui, qu'ils sont dotés et qui doivent au moins utiliser un bon escient pour qu'il fait ce qu'il devait faire. Ce n'est pas maintenant pour traquer les autres, la population, c'est justement pour utiliser dans le cadre du service. Cette dotation fait partie du deuxième financement additionnel du projet de gestion améliorée de paysages forestiers mis en place par la vice-primature en charge de l'environnement et développement durable. Un appui rendu possible grâce à la Banque mondiale qui a mobilisé 6 210 000 $ américains au Fonds pour l'environnement mondial. En tant que bénéficiaire, je ne peux être content. Parce que si le partenaire vous facilite les conditions pour bien travailler, cela, ça ne peut que nous réjouir. L'effectif que nous avons présenté, c'est ce qui est servi. Alors ainsi, je crois que pour le moment, nous avons quand même des matériels qui peuvent nous permettre de conserver bien la nature au niveau des Tumbaledino. Nous avons en face de nous des braconniers, ils sont armés. Alors sur ce, comme nous avons 3 ministères de tutelle, il y a tourisme, environnement et défense. D'autres besoins aussi seront présentés à d'autres ministères, tels que armes, munitions, autre chose aussi. Mais ce que nous avons, ce que PIF nous a amené à travers notre secrétaire général, ça nous va à notre premier temps. Signalons qu'en juillet 2021, dans le cadre de ce partenariat, l'unité de coordination PIF avait doté la direction générale de l'UCCN d'un lot de matériel informatique avec un appui en fourniture pour la connexion Internet. À quelques jours de la validation de la feuille de route des litiers RDC, une réunion extraordinaire, la 112e, a été présidée par le ministre d'État en charge du plan en sa qualité de président du comité exécutif des litiers RDC. Cette réunion a connu la participation par visioconférence des représentants pays du secrétariat international des litiers en charge de la validation de la feuille de route de la RDC. La République démocratique du Congo est sur la bonne voie. Les efforts de transparence dans le secteur extractif sont perceptibles et encourageants. Christian Mwando Simbakabulo, ministre d'État en charge du plan et président du comité exécutif des litiers RDC, affiche son optimisme sur la suite du processus. Nous sommes dans le processus de validation pour la transparence, pour que le pays, la RDC, soit reconnu comme pays transparent dans le secteur extractif. Et le processus de validation commence le 1er janvier. Et nous sommes venus ici pour discuter par visioconférence avec le secrétariat international de l'ITIE sur cette procédure de validation. Parce que comme vous le savez, le chef de l'État, le Premier ministre, le gouvernement, on tient absolument à ce que notre pays soit reconnu comme un pays transparent. Donc dans le secteur extractif, pour le moment, c'est la tolérance zéro. Nous pensons, selon ce qui nous a été dit, qui est positif. Nous devons soutenir la coordination de l'ITIE quant à ce. Nous avons également examiné la question du rapport final concernant le contrat de Assicomine avec l'État et la GECAMINE. Nous avons reçu aujourd'hui le rapport final et nous allons l'examiner et nous allons faire des recommandations quant à ce au gouvernement. En prélude de la prochaine validation, le groupe de travail technique supervisé par le coordonnateur de l'ITIE RDC et mandaté par le comité exécutif prépare la version finale des formulaires à soumettre au secrétariat international avant le 1er janvier 2022. La République démocratique du Congo sera ainsi le 3e pays africain à passer par ce processus de validation.
La fondation Hans Seidel a, au cours d'un forum technico-économique, présenté ses programmes d'agroforesterie développés dans le cadre des financements européens. Les assises de ce jeudi 16 décembre ont permis aux membres de cette fondation et à ses partenaires de réfléchir sur les actions qu'ils ont y amenées dans le cadre du renforcement des entités économiques locales dans les secteurs de l'agriculture et du commerce dans certaines localités. Les participants ont, au cours de ces échanges, donné des pistes et des solutions sur comment renforcer les systèmes de production agricole ainsi que sur comment harmoniser les conditions de vie au sein des communautés du pays, plus particulièrement les bénéficiaires de ces programmes. La symbolique, comme son nom l'indique, c'était d'essayer à la fois de diffuser les résultats technico-économiques de ces activités. On a parlé de forum technico-économique sur l'agroforesterie. Donc diffuser les résultats, mais aussi aller vers cette tendance actuelle de mobilisation, d'implication des entités privées, des investisseurs privés pour s'orienter sur cette agroforesterie qui, selon nous, est un modèle rentable en termes d'agriculture, et non seulement rentable mais aussi durable, en lien avec les enjeux de réchauffement climatique, de lutte contre les changements climatiques actuels, et donc de non seulement viser des communautés paysannes de base, des organisations paysannes de manière un peu large, mais aussi aller vers les concessionnaires privés pour qu'eux aussi puissent emboîter un peu le pas de cette agriculture durable et en faveur de la préservation environnementale. Aujourd'hui, les projets Mampu, Sion et Gungu font référence dans les domaines de l'agroforesterie comme modèle de développement durable. Les expériences couronnées de succès ont permis à la Fondation de lancer par la suite de nouveaux programmes d'accompagnement des populations de base en zone rurale en vulgarisant l'agroforesterie avec l'acacia. Un programme qui participe au maintien et à la restauration du couvert forestier du pays. En quoi les organisateurs, la Fondation attend faire encore plus dans le cadre du projet Moti Idwini, des arbres pour protéger nos terres, financé par l'Union européenne. Il y a eu quand même plus d'une vingtaine d'années d'accompagnement de communautés paysannes de base pour la mise en place de sites agroforestiers, donc de sites agricoles sur lesquels on associe des plantations d'arbres, notamment des acacias principalement, avec les cultures vivrières traditionnellement mises en place dans le pays. Et donc il y a eu beaucoup de sites d'intervention au fil des années. Ça a commencé par le site phare un petit peu, qui est devenu vraiment la source de l'agroforesterie pour la RDC, qui est le site de Mampu, au plateau Batéké, une plantation de 8000 hectares. Ensuite ça a continué avec un peu de diffusion au niveau du Congo central, autour de Kisangani, et puis du côté de Mbujimai, à travers un projet qui s'appelait le projet Makala. Un autre site d'intervention a été dans la province du Kwilu, le territoire de Gungu, où il y a eu plus d'une dizaine d'années d'accompagnement quotidien des populations paysannes sur place dans 5 secteurs du territoire. C'est toute cette émulation un petit peu autour de ces activités qui font qu'on reste informé en continu et puis qu'on arrive à entrevoir des nouvelles perspectives, à imaginer des nouvelles actions à mettre en œuvre, toujours en les améliorant, et donc à continuer un peu sur cette lancée, parce qu'on sent que la dynamique est là, qu'elle est justifiée, qu'elle est pertinente. Les actions menées par la Fondation Hans Seidel en RDC se concentrent également sur la formation d'une classe moyenne et l'approvisionnement de la capitale en denrées alimentaires, l'appui aux acteurs de la société civile, la formation en agriculture, la prévention des conflits, la lutte contre la pauvreté et la sécurité foncière. Plusieurs familles d'agriculteurs regroupées en communautés villageoises dans certains secteurs du pays ont directement été impliquées dans les projets. La plupart de ces communautés bénéficient d'un accompagnement quotidien tant dans les domaines techniques de l'agriculture et de l'agroforesterie que dans les questions structurelles. Cette fondation attend par son apport diminuer la pauvreté dans les chefs des populations urbaines et rurales avec l'augmentation de l'offre sur les marchés des vivriers et des bois énergie. Présenter la trajectoire des développements suivis par les pays à l'échelle mondiale et en particulier en Afrique centrale au cours de ces 5 dernières années du point de vue de la gouvernance scientifique, tel était l'objectif principal d'un webinaire régional sur la présentation du rapport de l'UNESCO sur la science, les tendances mondiales et de l'Afrique centrale. Organisé ce mercredi 15 décembre 2021 au siège de l'UNESCO de Kinshasa en présentiel et par visioconférence, il a tourné autour du 5e rapport sur le développement du monde scientifique. L'occasion pour le représentant du chef des bureaux de cette agence en RDC de souligner une importante recommandation qui se rapporte à la transition écologique tant souhaitée. Le rapport conclut que les pays devront investir davantage
dans la recherche et l'innovation s'ils veulent réussir leur double transition numérique et écologique. Plus de 30 pays ont déjà augmenté leurs dépenses de recherche depuis 2014, conformément à leurs engagements à l'égard des objectifs de développement durable. Malgré ces progrès, 8 pays sur 10 consacrent encore moins de 1% de leur produit intérieur brut à la recherche, ce qui perpétue ainsi leur dépendance vis-à-vis des technologies étrangères. 2 responsables du ministère RD congolais de la recherche scientifique et innovation technologique ont pour leur part indiqué que la RDC, qui est restée au bas de l'échelle sur plusieurs aspects dans ce rapport, espère faire mieux les années prochaines, se basant sur un pas vers l'avant fait en termes d'augmentation de l'allocation à ce sous-secteur d'1% du budget 2022. Les tendances qu'on venait de décliner nous interpellent. Comment renverser la tendance? C'est par des moyens, par un budget conséquent qu'il faut allouer à la recherche scientifique. Ce n'est que par cela qu'on peut bien renverser la tendance, il n'y a pas autre chose. Comme on a commencé à mettre en place la politique scientifique avec l'aide de l'UNESCO, qui est vraiment notre partenaire toujours solide pour faire avancer la recherche. Mais pour cela, il a fallu quand même multiplier les plaidoyers pour qu'on puisse conscientiser toutes les sphères exécutives de l'État et qu'on puisse atteindre le 1% au moins qu'ils ont été demandés au niveau du PIB pour le budget de la recherche scientifique et de l'innovation maintenant. Professeure et chercheuse scientifique, Céline Sikoulissi-Moi a salué la publication du rapport de l'UNESCO et la tenue de ces webinaires dont elle était modératrice. Nous avons énormément de problèmes. Vous avez évoqué la question de l'environnement. Vous voyez ce que vit la ville de Kinshasa aujourd'hui. Nous sommes submergés carrément par les déchets. Pourtant, les déchets constituent une matière première. Et si toutes les institutions se mettaient ensemble pour régler cette question, rien que pour la ville de Kinshasa, je crois qu'on arriverait à résoudre ces problèmes. Mais c'est disparate, les scientifiques ne sont pas mis à contribution pour résoudre ce problème qui est un problème crucial pour notre société. Et pour moi, cette activité vient et tombe à point nommé en ce sens qu'elle permet aussi à nos scientifiques, à nous-mêmes les Congolais, de nous remettre en question. Par cette conférence régionale, l'UNESCO tenait à réaffirmer son engagement à soutenir les gouvernements dans leur processus de transition vers les économies vertes et circulaires, ainsi que dans leurs efforts pour mettre en œuvre des meilleures politiques intégrant la science, la technologie et l'innovation.